Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Fadia Hanan. Bonjour Monsieur Grosfilet. Vous êtes secrétaire d'État région bruxelloise, notamment chargée de la propreté publique, également ministre-présidente à la COCOF, donc la Commission communautaire française. On y reviendra tout à l'heure dans l'interview. On va commencer par l'actualité de ces derniers jours et dernières heures. Est-ce que Joël Milquet est en train de devenir un boulet pour son partenaire de majorité, le Parti socialiste? Non, écoutez, Joël Milquet est une collègue que j'apprécie beaucoup, qui fait un énorme travail au niveau du gouvernement puisqu'elle a des compétences très importantes, l'enseignement et la culture. Et donc, pour l'instant, elle vit des moments difficiles. J'ai d'ailleurs une pensée pour elle. Et puis, je voudrais quand même rappeler qu'elle est toujours présumée innocente, qu'il y a une enquête qui se fait pour l'instant. Donc ça, c'est sur le volet des emplois fictifs, éventuellement à son cabinet en 2014, ouais. Effectivement. Et puis pour le reste, voilà, elle est présumée innocente. L'enquête doit se faire et tant mieux, ça lui permettra de se défendre. Et pour le reste, c'est vrai qu'au niveau de l'enseignement, il y a un peu de cafouillage. Et je pense qu'il va falloir revoir un certain nombre de règles. Mais je suis persuadée qu'elle le fera parce qu'elle a énormément d'énergie comme on la connaît. Ouais, donc les règles qu'il va falloir revoir, c'est sur les procédures d'examen et la confidentialité des copies, c'est ça? Effectivement, je pense que les copies arrivent peut-être trop tôt dans les établissements et qu'il va falloir repenser le système. Je pense que le système est bon d'évaluer les élèves, mais à un moment donné, c'est vrai que si ces copies se retrouvent dans de mauvaises mains et qu'elles circulent sur les réseaux sociaux, ça enlève en fait cette qualité d'évaluation. Donc il va falloir repenser sans doute le dispositif, mais je suis persuadée que le gouvernement va s'atteler à cette tâche au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ouais, donc on va resserrer les boulons. Vous n'êtes plus au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous êtes au gouvernement régional. On a quand même le sentiment, malgré tout, que sur les cours de philosophie, sur l'encadrement pédagogique alternatif, il y a quand même des visions différentes entre le PS et le CDH, que vous n'avez pas forcément la même vision ni du vivre ensemble, ni de ce que l'école doit faire. Est-ce qu'on se trompe ou pas? Il y a un accord de gouvernement au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui met en place une heure de cours de citoyenneté pour l'ensemble des élèves de l'enseignement officiel. J'entends beaucoup de parlementaires socialistes dire que 2 heures, ce serait mieux qu'une heure. Vous savez que le Parti socialiste est fortement aussi contient un certain nombre de camarades qui sont plutôt laïcs ou athées et qui ont des ambitions. Alors, bien sûr, vous parlez sans doute de ce qui s'est passé il y a quelques jours où des échevins, notamment socialistes du FDF et écolo, ont fait une déclaration pour obtenir 2 heures de cours d'histoire de la pensée et de la citoyenneté. Voilà, ce sont des positions. Maintenant, moi, je crois que moi, je suis ministre dans un gouvernement, je reste toujours respectueuse de l'accord de gouvernement. Dans l'accord de gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour l'instant, c'est 1 heure de cours de citoyenneté. Ça veut dire qu'on fait du show, qu'on réclame 2 heures, alors qu'on sait qu'on en aura qu'une. C'est une prise de position, c'est une déclaration qui est faite et qui n'est pas faite sur un coin de table, qui a été pensée, réfléchie par un certain nombre de personnalités et pas n'importe lesquelles, puisque ce sont des échevins de l'enseignement de Bruxelles et de Wallonie. Oui, on a entendu des députés, même un ministre. Ça fait débat, mais moi je pense que c'est bien qu'il y ait débat et moi je suis vraiment favorable aussi à l'instauration de cours de citoyenneté, d'histoire de la pensée, parce que quelque part ça permet aussi d'améliorer le vivre ensemble, ça permet aussi aux élèves d'avoir un esprit plus critique, de travailler sur l'éducation média, sur un certain nombre de choses qui font d'eux des citoyens responsables. Et donc quelque part je pense que c'est bien d'avoir des débats, mais maintenant si il faut parler de l'accord du gouvernement, il est clair et donc il faudra sans doute qu'il soit respecté. Vous attendez beaucoup de ces cours de philosophie? On sait qu'en région bruxelloise c'est une sensibilité particulière, vous avez travaillé sur un certain nombre de matières quand vous étiez à la communauté française, vous continuez de les suivre à la COCOF. C'est la réponse au mal vivre ensemble qu'on connaît parfois? Oui, moi je pense vraiment... Est-ce qu'on n'attend pas trop de ces cours en fait? Non, je pense vraiment qu'il est important que les élèves ne soient pas toujours séparés et qu'ils puissent ensemble avoir de l'information, de la formation, d'être dans une ambiance, en tout cas dans une atmosphère où on peut repenser en fait la société. Est-ce qu'on pourra expliquer aux petits musulmans ce qu'est le judaïsme, expliquer aux petits chrétiens ce qu'est l'islam? Et on doit aussi parler de la laïcité. Je pense que vraiment toutes les convictions ont leur place et c'est sûr que notre pays est un pays exemplaire à cet égard et je voudrais vraiment que l'on puisse ensemble réfléchir pour mettre en place des cours, des formations, des moments où on peut se parler parce qu'il faut vraiment favoriser le vivre ensemble et peut-être même le faire ensemble, comme le dirait Ismaël Saïdi, puisqu'il préfère cette appellation et que je trouve plutôt belle. Alors on va y revenir dans un instant. J'aurais une dernière question sur Joël Milquet. Elle vit des moments un petit peu compliqués. Vous avez aussi connu ça, des moments où ça se déchaîne un petit peu et on fait l'actualité un peu contre son gré. Qu'est-ce qui se passe quand on est ministre dans ces moments-là? On fait le gros dos et puis ça passe, ou on est affecté? Ben vous savez, on est toujours affecté quand on fait l'objet de critiques. Et souvent, vous savez, on est des êtres humains et on est aussi des parents. Et donc, quelque part, moi, quand j'ai été parfois secouée, je n'avais pas envie
par exemple, que mes enfants en pâtissent ou se sentent mal par rapport à ça, parce que c'est sûr que c'est toujours des moments très compliqués à vivre. Maintenant, voilà, je pense que quand on fait de la politique, on n'est pas là dans un milieu de bisounours. C'est sûr qu'on doit prendre les coups, il faut parfois en donner quand il le faut. Et ça fait partie du jeu de ce métier qui n'est pas toujours évident, mais voilà, on pense toujours que voilà, il faut être serein, essayer de répondre à toutes les questions ou toutes les critiques en tout cas. Alors on va s'intéresser à vos compétences actuelles. Région bruxelloise, vous êtes secrétaire d'État à la propreté publique. 150 balayeurs de plus. On a vraiment les moyens à l'agence Bruxelles Propreté? Vous savez, d'abord, je voudrais remercier encore le gouvernement qui me fait confiance sur ce dispositif. La propreté publique est une priorité. C'était inscrit dans l'accord de gouvernement bruxellois. Ouais, mais vous avez annoncé donc 150 embauches supplémentaires il y a une dizaine de jours. Oui, ça fait 25% d'agents en plus. Un quart en plus, c'est quand même énorme. Oui, parce qu'en fait, bien sûr, c'est parce que nous souhaitons que Bruxelles soit encore plus propre et que finalement, nous voulons encore mieux collaborer avec les communes. On sait qu'il y a pas mal de critiques et qu'on dit que Bruxelles est sale, etc. Vous vous souviendrez des critiques d'il y a quelques mois ou quelques années même. C'était la polémique avec Jean Quatremer notamment. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment de répondre à cette problématique, de dire aux communes, nous sommes là pour travailler avec elles, pour faire en sorte que le citoyen bruxellois, quand il sort de chez lui, quelle que soit la voirie, qu'elle soit communale ou régionale, c'est propre. Oui, mais ça va coûter donc 5,4 millions. Oui, et on a les moyens à l'agence Bruxelles Propreté. Vous savez, il faut toujours dégager des moyens pour répondre aux problématiques des Bruxellois. Bruxelles est considérée comme pas suffisamment propre. Il faut répondre à cela. Et moi, je voudrais aussi dire que je travaille d'ailleurs avec tous mes collègues, avec Pascal Smet sur tous les sites propres de la STIB, avec Céline Frémaux sur tous les espaces verts et sur toute la dimension environnement, avec Rudy Vervoort sur tous les aménagements immobiliers, tous les nouveaux quartiers, etc., où nous inscrivons la propreté publique comme une priorité. Et ça, c'est important, c'est nouveau. Ils arriveront quand, les 150 balayeurs? Eh bien, nous travaillons avec Actiris, donc, et notamment Didier Gossoin, pour faire en sorte que ce soit les jeunes bruxellois. Vous allez avoir cité tout le gouvernement avant la fin de l'interview. Oui, mais parce qu'en fait, je voudrais vraiment bien préciser que c'est un dossier du gouvernement, porté par le gouvernement, qui dégage des moyens pour faire en sorte que Bruxelles soit plus propre. Il y aura des femmes dans ces balayeurs? Oui. On sait que ça avait été une petite polémique à l'agence Bruxelles Propreté, de savoir si on ne fermait pas un peu la porte aux balayeuses. Mais vous savez, je vais vous dire, le nettoiement ou la propreté publique, ça a l'air d'être un métier qui n'est pas pour les femmes. Et il y a des femmes qui souhaiteraient travailler dans ce secteur. Mais là, vous avez obtenu des garanties de l'agence Bruxelles Propreté, il y en aura? Ben, vous savez que je vais suivre ça de très près. Et donc, il y aura un pourcentage de femmes. Je veux qu'elles puissent travailler dans le nettoiement. Je voudrais qu'elles puissent aussi travailler sur les camions des collectes, c'est-à-dire, et notamment, on aimerait les former à devenir chauffeurs et vraiment faire des. Et là, quoi, ce sont les hommes en place qui font de la résistance? Oh, vous savez, il y a des métiers qui sont souvent un peu considérés comme étant trop durs pour les femmes. Et il y a des femmes qui disent, nous voulons aussi pouvoir contribuer à la propreté, à une priorité du gouvernement bruxellois. Alors, il y a une critique qu'on vous fait, Fadila Lalanne, c'est de dire, mais finalement, la propreté dans les rues, c'est du ressort des communes. Et donc, il n'y a pas de raison que ce soit l'agence Bruxelles Propreté qui, tout d'un coup, embauche beaucoup de balayeurs et elle s'occupe un peu de ce qui ne la regarde pas. Mais vous savez ce que je vais faire? En fait, je vais revoir. Donc, j'ai déjà fait le tour des communes, j'ai déjà vu tous les échevins de la propreté et les bourgmestres pour voir avec eux quelles étaient leurs priorités. Et maintenant, je les revois. À partir de la mi-juin jusqu'à mi-juillet, je revois l'ensemble des échevins de la propreté pour déterminer avec ces échevins les zones prioritaires où nous allons pouvoir mettre ces nouveaux agents pour travailler au nettoiement. À disposition des communes. On se met au service des communes, mais vous savez, nous gardons la maîtrise. Il n'aurait pas fallu d'abord négocier avec les communes avant d'embaucher les gens? Mais nous savons qu'il y a une difficulté par rapport au nettoiement et il n'y a pas de frontière pour la propreté publique entre les communes et la région. Nous devons travailler ensemble et c'est ce que nous faisons. Et moi, je mets l'agence au service des communes pour travailler mieux au service des citoyens bruxellois. Sur la suppression du sac blanc, la suppression de la deuxième collecte, vous n'avez pas fait marche en arrière? Nous sommes en train pour l'instant de travailler à l'opérationnalisation des choses. Donc j'attends évidemment de l'agence qu'elle puisse me faire un rapport pour voir comment on peut mettre en place cette réforme. Ça fait partie d'un plan de propreté global. Est-ce que vous faites des économies sur les sacs blancs pour remettre de l'argent sur les balayeurs? Ça coûte de l'argent, vous savez que la réforme que je propose et que je mets sur la table ne fait pas faire d'économies au gouvernement bruxellois, elle coûte de l'argent. Et même la suppression de la deuxième collecte de blanc coûte de l'argent parce que nous mettons en place un nouveau système. Nous allons, avec les déchets organiques, élargir le tri pour répondre aux obligations européennes et bruxelloises. La grande crainte, c'est que la suppression de la deuxième collecte du sac blanc, ça va se traduire par plus de sacs en rue et donc finalement des rues plus sales.
On arrête l'alternance du jaune et du bleu, donc toutes les semaines on pourra s'en débarrasser. Donc dire qu'il y aura plus de sacs, je n'en suis pas convaincue. Maintenant, vous savez, moi je ne suis pas quelqu'un de fermé, je discute beaucoup avec notamment l'agence, avec la direction, mais aussi il y aura une discussion avec les syndicats parce qu'il faut que les choses puissent s'opérationnaliser sur le terrain. Et donc, en fonction de ça, je prendrai définitivement ma décision. Alors, on a parlé de la pièce Djihad, la pièce d'Ismail Saïdi. On vous a accusé de faire un peu de clientélisme. C'était du favoritisme d'aider cette pièce ? Pas du tout. J'ai aidé à la création de cette pièce alors qu'il n'y avait pas encore une ligne qui était écrite. Je connais Ismail Saïdi et je sais que c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, dans le cinéma, excelle, a fait du bon travail. Et je savais que le projet avait de l'intérêt et de l'utilité. Et puis, il a écrit cette pièce. Et finalement, cette pièce a commencé à tourner, et bien avant les événements malheureux que nous avons connus. Et cette pièce a eu le label d'utilité publique que j'avais instauré, que j'avais initié à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est quoi le label d'utilité publique? Est-ce qu'on peut expliquer pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un label qu'on donne à des œuvres art de la scène qui ont la capacité en fait de travailler sur une dimension pédagogique. Et donc, il y a déjà une autre œuvre, c'est Un homme debout de Jean-Marc Mailly qui a eu ce label il y a quelques années. Un ancien détenu, un ancien détenu, qui a fait une pièce sur la prison, en fait, moment. C'est ça. Et donc, chaque pièce de théâtre qui reçoit ce label doit engager en fait un dialogue, un débat. Et donc, à côté de la pièce, il y a un cahier pédagogique. Et d'ailleurs, pour Djihad, c'est le CBAI, le Centre bruxellois d'action interculturelle, qui a réalisé ce cahier et qui permet aux enseignants, aux éducateurs de pouvoir encadrer une discussion sur des thématiques. Ça permet de lancer des débats avec les élèves, avec les enseignants. Ça aide aussi au financement de la pièce parce que ça permet aux écoles d'y aller moins cher. Oui, et nous avons d'ailleurs permis, Rudy Vervoort et moi-même, d'envoyer plusieurs écoles voir cette pièce, des associations en cohésion sociale, etc. Et je pense que c'est vraiment important. Il y a eu plus de 30 000 spectateurs. C'est quand même pas rien pour une pièce qui existe depuis moins d'un an. D'autres pièces qui vont bénéficier du programme? Alors, ils vont bénéficier du programme, mais maintenant, ce sera sur base d'un jury indépendant qui sera composé à la fois de personnes de la culture, mais aussi de personnel de l'enseignement qui vont pouvoir donner un avis sur des œuvres. Ça veut dire que vous estimez que c'est plus le ministre ou son cabinet qui doit décider? Moi, j'ai inventé le dispositif. Maintenant, j'estime qu'il faut un jury indépendant qui puisse vraiment agir et donner un avis au gouvernement. Et en fonction de l'avis, nous pourrons financer mieux, renforcer le financement de ces œuvres pour leur permettre de faire débat. Est-ce que ce n'est pas dangereux de choisir ce qui est d'utilité publique ou pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le politique doit aider les créateurs, mais pas s'occuper de leur création et finalement aider tout le monde? Tout le théâtre est d'utilité publique. Je vais vous dire, moi j'ai été ministre de la Culture pendant 10 ans, je ne me suis jamais mêlée de la création ou la dimension artistique des œuvres. Je les ai soutenues parce qu'elles avaient du sens. Ici, l'utilité publique, c'est pourquoi? C'est pour dire que ce sont des œuvres qui ont une dimension supplémentaire que l'esthétique ou l'art ou la beauté ou l'esthétisme ou n'importe quoi. Vous avez la liberté de parole, la libération de la parole, la pédagogie pour faire passer des messages sur des valeurs universelles. Et c'est là qu'alors nous avons un devoir à jouer, c'est-à-dire de renforcer ces moyens pour permettre aux élèves, aux associations d'éducation permanente de bénéficier mieux, à titre gratuit, de ces œuvres. Alors, il reste 3 minutes. Je voudrais qu'on parle d'infrastructures sportives, parce que vous avez ça aussi dans vos compétences, à la COCOF, à la Commission communautaire française. Le gouvernement se penche, fin de semaine, je pense, sur les terrains de sport. Il y en a assez ou il faudra en faire plus? Vous avez les moyens d'en faire plus en région bruxelloise? Alors, on n'en a jamais assez, bien évidemment, mais ici, en fait, l'appel que j'ai lancé au niveau des communes, ce sont pour des petites infrastructures. Et ce sont donc des petits mobiliers. C'est des petits terrains de basket? Oui, les outdoor space, les terrains les tables de ping-pong en béton, etc. Et c'est pour vraiment renforcer la politique sportive et faire en sorte qu'il y ait une plus grande accessibilité dans des quartiers. Il y en aura combien? Pour quel budget? Alors, le budget que j'ai pu libérer maintenant, il est d'un peu plus de 600 000 €. Évidemment, c'est une première étape. Il y a énormément de communes qui ont postulé. Toutes n'auront pas, bien sûr, le bénéfice du soutien parce que, évidemment, les moyens sont limités et il fallait répondre à certains critères. Mais ce qui est important à savoir, c'est que nous souhaitons vraiment que les jeunes, que les personnes plus âgées, que les femmes puissent disposer de nouveaux dispositifs, de nouvelles infrastructures petites qui puissent vraiment servir. Et la condition, c'est que ça doit être ouvert à tous? Pardon? La condition pour avoir ces subsides, on doit bien sûr. être ouvert à tous et en accès libre? En accès libre, bien entendu. Alors, on a eu une image spectaculaire qu'on a vue dans les journaux, notamment à Télé Bruxelles hier soir, tous ces ministres wallons, bruxellois et même flamands qui lancent une stratégie 2025. C'est quoi? C'est pour faire beau comme les Wallons et avoir un objectif à long terme? Pas du tout, c'est un travail qui est concerté avec les partenaires sociaux, avec les partenaires communautaires et régionaux. Et donc, c'est vraiment pour faire en sorte qu'on redynamise Bruxelles d'un point de vue économique. Et donc, on s'est mis autour de la table pour faire en sorte que l'on puisse travailler ensemble dans toutes les compétences en décloisonnant au maximum. Aujourd'hui, on décloisonne au niveau du gouvernement. Quand on est une ministre bruxelloise, le partenaire qu'on chouchoute le plus, avec lequel on est le plus attentif, ce sont les Wallons ou ce sont les Flamands? Les deux.
Ouais. Bruxelles a besoin des deux et les deux ont besoin de nous. Et donc, quelque part, nous mettons autour de la table avec les partenaires sociaux pour faire en sorte que l'on puisse créer plus d'emplois, que l'on puisse redynamiser. Alors, ça redynamise bien sûr Bruxelles, mais ça permet aussi aux autres régions de pouvoir disposer du levier qu'est Bruxelles. Vous savez que Bruxelles est la capitale la plus riche, qui contribue le plus à la richesse de la Belgique, mais en même vers les temps, francophones et donc vers les wallons, c'est fini. C'est pas vrai. Et franchement, avec les Flamands, nous avons de bonnes relations. Rudy Vervoort et Gert Bourgeois se voient régulièrement pour faire en sorte que l'on puisse chacun trouver un espace de bien-être pour chacun de nos concitoyens. Merci Fadila Nanan d'avoir été l'invité de l'interview. On se retrouve demain pour une nouvelle interview politique.